Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission des Encres humaines sur l'origine de la philosophie. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous poser la question qu'est-ce que l'herméneutique, mais nous allons passer de l'analyse grammaticale ou de l'intention de l'œuvre à l'intention de l'auteur ou ce que Schleiermacher a appelé l'analyse psychologique ou technique. Et la question va être, est-ce qu'on peut réduire une œuvre à ce que voulait en faire son auteur ? Je fais un détour pour être un peu plus clair. Est-ce que l'analyse grammaticale peut se passer de la notion d'auteur ? Ou, pour le dire plus simplement, est-ce qu'il nous faut absolument connaître tous les détails de sa biographie pour comprendre ce qu'il a voulu nous dire et ce qu'il a pensé ? Prenons un cas concret. Est-ce que la citation d'Héraclite s'éclairerait si nous savions que Héraclite avait été soldat ? Ou s'il était tout simplement un civil ou un simple citoyen ? Est-ce que c'est vraiment utile de savoir si il était généreux, pingre, ou si c'était un vrai connard, ou peut-être un saint? Toutes ces informations ne sont pas inintéressantes, mais elles ne sont pas essentielles pour comprendre ce qu'est la philosophie. Il faut bien comprendre que le philosophique transcende le personnel, et que toutes ces informations intimes n'ont rien à voir avec ce que l'herméneutique philosophique entend chercher. Donc attention à toutes ces analyses d'histoire des idées qui se fondent sur cette espèce de principe biographique, ou ce postulat biographique qui est très dangereux. Prenons un autre exemple. Nous connaissons très bien l'histoire et les écrits de Kant. En quoi savoir qu'il avait une vie très organisée permet de produire un commentaire utile sur son œuvre philosophique? Était-il vierge? A-t-il fumé de la marijuana? Cela n'avance à rien, ou presque à rien, car il faut faire la différence entre la recherche historique d'un moment philosophique et la compréhension du moment philosophique en tant que tel. La personne de Kant est en effet un indice, c'est-à-dire un signe de l'influence du contexte social, culturel et historique de l'œuvre, et en ce sens, il faut la prendre en compte. Mais il ne faut pas confondre avec le Kant tel qu'il a été compris et avec le sens qu'il a pris au fil des époques, selon les lecteurs. Il y a ainsi le Kant des néo-kantiens, il y a le Kant de Filonenko, de Deleuze ou de Heidegger, et ce sont à chaque fois de nouvelles lectures. Nous sommes très loin d'historiens des idées comme Michel Onfray, qui à mon sens pêche par ce que j'appelle un psychologisme herméneutique. Il nous semble extrêmement difficile de soutenir la thèse qu'une œuvre peut être réduite à une biographie, ou que même une biographie puisse fournir des catégories d'interprétation valables. Comme si fumer du shit permettait de mieux comprendre l'imitation métaphysique ou la critique de la raison pure. Pour Schleiermacher, l'analyse psychologique n'a rien à voir avec le biographique. C'est une approche technique. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire être capable de décrire le style de l'auteur. Et pour prendre une définition simple, le style de l'auteur, c'est comment il va utiliser la langue, c'est-à-dire la grammaire, le lexique, etc., pour exprimer ses idées. Alors évidemment, ce style se forme au fur et à mesure des expériences de l'auteur. La grande question de Schleiermacher, c'est non pas qu'est-ce qu'a vécu l'auteur et en quoi est-ce que ça en fait une bonne ou une mauvaise philosophie. Son problème, c'est quelle est la logique de l'auteur ? Comment articule-t-il justement ses idées dans le langage ? Et pour ainsi dire, pour prendre une métaphore un peu surannée, c'est quel est son logiciel ? C'est cela, l'approche technique, psychologique à la Schleiermacher. Trouver le style. Nous tombons alors sur le fameux et premier cercle herméneutique. Pour comprendre la langue d'un texte, il faut savoir comment son auteur l'utilise, mais pour appréhender son style, il faut comprendre la grammaire du texte. Cette formulation fausse la compréhension du cercle qu'on a trop tendance à présenter comme un paradoxe. En fait, ce cercle de la compréhension supprime tout paradoxe et permet de penser la voie d'accès au texte. Si on ne connaît rien à l'auteur, il faut commencer par le lire. Si on connaît le style de l'auteur par d'autres textes, par exemple, on présupposera ce dernier pour accéder au texte à proprement parler. Le cercle herméneutique est uniquement une manière d'articuler de manière géniale l'intention de l'auteur avec l'intention du texte et de ne pas faire de l'une le principe de l'autre, mais de les penser horizontalement comme deux principes qui sont en perpétuelle interaction. Dans le cadre des penseurs ioniens, ce cercle est très insuffisant. Nous n'avons ni texte à lire, ni connaissance sérieuse des auteurs. Il nous faut donc aller beaucoup plus loin que ce que nous dit Schleiermacher. Le philosophe qui va faire sortir Schleiermacher de l'oubli, et surtout de l'ombre de Hegel, c'est un philosophe et un scientifique qui s'appelle Wilhelm Dilthey, donc 1833-1911. C'est un philosophe allemand et surtout le fondateur de l'épistémologie des sciences humaines. Sa grande thèse, c'est que les sciences de la nature expliquent le monde, c'est-à-dire en recherche la cause, alors que les sciences de l'esprit, die Geisteswissenschaften, donc les sciences humaines en français, sont là plutôt
pour comprendre le monde et donc en déterminer les buts et les valeurs. Dans le domaine de l'herméneutique, il va substituer ou plutôt réinscrire le cercle herméneutique de Schleiermacher dans un autre cercle. Je vous rappelle, chez Schleiermacher, le cercle herméneutique c'était « il faut comprendre la langue pour comprendre l'auteur » et d'un autre côté, il faut comprendre l'auteur pour pouvoir justement comprendre comment est-ce qu'il utilise la langue. Ok. Dilthey déplace un peu le problème et va au contraire dire que tout ça c'est joli, mais il ne faut pas oublier que pour comprendre les individus, il faut comprendre la communauté, et que pour comprendre la communauté, il faut comprendre les individus. Mais comme on l'a expliqué la dernière fois, ce cercle herméneutique n'est pas un cercle vicieux. Il désigne simplement deux façons d'aborder le problème. Simplement, entre Schleiermacher et Dilthey, nous nous retrouvons avec 4 questions. Contrairement aux sciences de la nature qui essaient d'établir des relations causales entre les phénomènes pour expliquer leur origine et leur développement, les sciences humaines proposent au contraire de s'intéresser à la connexion, ce que Dilthey appelle une Wirkungszusammenhang. Et cette connexion, c'est justement la manière dont se structure une société, dont se structurent aussi les relations interindividuelles et aussi la formation de la personnalité, qui se fait toujours selon lui, selon 2 principes, à savoir les buts et les valeurs. Dilthey va même jusqu'à dire la structure de l'esprit dans sa connexion, sur la base de l'appréhension du monde spirituel, produit des valeurs et réalise des buts. Le monde spirituel et humain a donc une dynamique individuelle, mais cette dynamique individuelle va finir par dépasser l'individu pour justement former une société. Et cette société va devenir une espèce de norme, en tout cas une instance normative, pour le développement des individus. Et donc là, on a véritablement ce que Dilthey appellera le cercle herméneutique. Dilthey fait quelque chose de très fort. Il dédouble l'intention du texte en partie grammaticale, le texte doit être lu, et en une partie spirituelle. Il remplit une fonction, il a un but et il est porteur de valeurs qui ne sont pas seulement celles de l'auteur, mais aussi une matrice dans laquelle les lecteurs peuvent se retrouver. En ce qui concerne les premiers philosophes, l'analyse de texte, l'analyse des fragments et des témoignages ne peut pas faire l'économie d'une reconstitution de l'horizon historique, anthropologique et culturel de ces auteurs. Thalès ne doit pas être compris à l'aune de fragments qui expliquent ce qu'il aurait pu penser au travers de ce qu'il aurait pu écrire, beaucoup de conditionnels ici. Non, Thalès doit être compris à l'aune, en revenant, pour ainsi dire, à des principes, à des faits historiques. À savoir, Thalès était probablement un Milétien d'origine phénicienne, et donc il savait probablement lire. Deuxièmement, c'était le citoyen d'une cité tyrannique prospère. Et troisièmement, il a vécu dans une zone sismique. Ce sont 3 faits qui sont beaucoup plus intéressants que ce que peut en dire Diogène Laërce ou d'autres. Pour résumer, interpréter la philosophie archaïque ne va pas être de tout repos, et j'aimerais introduire ici une distinction, la matrice et l'architectonique. L'architectonique est l'ensemble des concepts fondamentaux d'une philosophie dont on a les textes et que l'on peut donc comprendre. Comme on a les textes sous les yeux, on peut vraiment essayer de reconstruire la pensée d'un auteur, telle qu'il a essayé justement de l'exprimer et de la transmettre. La matrice, par contre, désigne les concepts fondamentaux du monde spirituel dans lequel des textes dont nous n'avons que des traces ont été écrits. Ce n'est que dans une matrice que l'on peut reconstruire la pensée archaïque. Cette matrice n'est pas du tout une méthode de calcul comme en mathématiques. Mon inspiration vient plutôt de la matrice de McKinsey. C'est une illustration graphique d'une relation logique entre 2 variables, la position sur le marché et l'attrait du marché. En herméneutique, on pourrait aussi organiser les concepts présents à l'époque archaïque selon le même modèle. Les 2 variables seraient alors les degrés d'ordre et de chaos. Cette matrice n'est que temporaire, et vous allez voir que les concepts vont probablement encore se déplacer ou bouger et nous allons l'affiner. Mais il était important, maintenant que nous savons ce qu'est l'herméneutique, de voir comment l'appliquer. Et donc cette matrice, c'est un moyen didactique de vous montrer que, justement, la pensée archaïque peut être reconstituée à l'intérieur de ces concepts, avec des variations qui seront les variations individuelles que nous appellerons Thalès, Anaximandre, Anaximène, sans jamais avoir aucune garantie, évidemment, qu'il s'agit vraiment de la pensée originale et originelle de ces penseurs. À la prochaine fois.